Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 8 avril. 20 Palestiniens sont tombés en martyrs dans différentes régions de la bande de Gaza au 22e jour de la reprise par l'antitétioniste de son agression génocidaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qualifie la bande de Gaza de champ de mort, s'en prenant à l'antitétionniste qui bloque l'entrée de l'aide dans l'enclave palestinienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit en audience le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en visite officielle en Algérie. Au menu des discussions, les relations bilatérales et le soutien au peuple palestinien. Et puis Téhéran confirme l'entame de nouveaux pourparlers avec Washington sur le programme nucléaire iranien dès samedi prochain au Sultanat d'Oman. Bonsoir à tous. Plus de 20 Palestiniens sont tombés en martyrs dans différentes régions de la bande de Gaza, faisant grimper le bilan des victimes au 22e jour de la reprise par l'antitétionniste de son agression génocidaire contre l'enclave palestinienne à 1449 martyrs et 3647 blessés. Et depuis le 7 octobre 2023, 50 810 Palestiniens sont tombés en martyrs et 115 688 ont été blessés par les forces de l'antitétionniste. La défense civile dans la bande de Gaza a annoncé ce mardi la mort en martyr de 19 Palestiniens dans des frappes des forces de l'antitétionniste. Depuis hier soir, sur l'enclave palestinienne, 9 personnes, dont 5 enfants, sont tombées en martyr avant minuit dans une frappe sur une maison à Deir el-Balah au centre, et à l'aube, 10 personnes sont tombées en martyr dans 2 frappes, l'une à Gaza ville et l'autre à Beit Lahia au nord. Nous dormions en sécurité, nous n'avons vu que des missiles tomber sur la maison. Alors les jeunes hommes sont sortis en courant pour voir ce qu'il y avait dans la maison de leur cousin. Nous avons trouvé 3 étages effondrés. Nous avons récupéré environ 11 martyrs, dont des femmes et des enfants. Il y avait des blessés graves. Il y avait également des corps que nous n'avons pas pu retirer. Environ 2 corps, nous n'avons pas pu les retirer à cause de la quantité de décombres, bien sûr, et de la dangerosité du lieu. Même la protection civile n'a pas pu nous aider, faute de moyens. J'ai perdu mon frère, ma sœur, mon neveu. Quelle est la faute de ces enfants et de ces femmes âgées? Un homme âgé, il n'y a aucune résistance, aucun étranger. Ils disent qu'il y a de la résistance. Où est la résistance ici? Et au milieu de la nuit, je veux dire, y a-t-il une résistance la nuit pour qu'ils les frappent et que tout s'écroule sur eux? Pourquoi? Qu'y a-t-il? Nous voulons savoir ce qu'il y a. Dieu est notre seul recours. Il est le meilleur pour gérer nos affaires. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Nous nous réveillons à la maison sans savoir si nous vivrons ou non, si demain nous serons morts, si demain nous ne réveillerons pas. Assez de sang par Dieu, un message de ma part. Messieurs, Trump, Netanyahou, assez de guerre, assez de sang versé parmi les enfants. Vous tuez des enfants innocents, vous ne tuez pas la résistance. Si vous tuez la résistance, elle aurait déjà pris fin. Vous tuez des enfants, des jeunes enfants et des personnes âgées. La bande de Gaza est désormais un champ de mort. C'est ce qu'a fustigé ce mardi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'en prenant à l'antitétionniste qui bloque l'entrée de l'aide au lieu de respecter son obligation sans équivoque d'assurer les besoins de la population. Death toll is now 3,000 and climbing, with thousands injured and many. Gaza is a killing field, and civilians. Gaza est un champ de mort et les civils sont piégés dans une boucle sans fin de mort. Certaines vérités sont claires. Nous savons que les cessez-le-feu fonctionnent. Le cessez-le-feu a permis la libération des otages. Le cessez-le-feu a permis également la distribution d'une aide vitale.
Et les chefs de 6 agences onusiennes ont publié une déclaration conjointe appelant à la communauté internationale à prendre des mesures urgentes et décisives pour rétablir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, garantir un accès humanitaire sans restriction et protéger les civils. Asma Laïd. Alors que le blocus sioniste des livraisons d'aide humanitaire et les raids aériens se poursuivent à Gaza, les chefs de 6 agences humanitaires onusiennes appellent les dirigeants mondiaux à agir de manière ferme, urgente et décisive. La déclaration a été signée par les dirigeants du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets, de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis plus d'un mois, aucune fourniture commerciale ou humanitaire n'est entrée dans la bande de Gaza où plus de 2,1 millions de personnes sont piégées par des bombardements continus et des pénuries graves, relève le texte. En même temps, l'aide essentielle, notamment la nourriture, les médicaments, le carburant et du matériel d'abri continue de s'entasser au point de passage empêché par l'occupant sioniste d'arriver à la population dans le besoin. Les agences ont indiqué que plus de 1000 enfants ont été tués ou blessés durant la première semaine suivant la rupture du cessez-le-feu, ce qui constitue le bilan hebdomadaire le plus lourd pour les enfants dans la bande de Gaza comparé à l'année écoulée. La déclaration souligne également que les nouveaux ordres d'évacuation sionistes ont déplacé des centaines de milliers de Palestiniens dont beaucoup n'ont aucun droit sur où aller. Depuis octobre 2023, au moins 408 travailleurs humanitaires ont été tués dans le génocide, dont plus de 280 membres du personnel de l'UNRWA. Les chefs des agences ont appelé les dirigeants mondiaux à prendre des mesures immédiates et fermes pour faire respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire, je cite, protéger les civils, faciliter l'aide, libérer les otages, renouveler un cessez-le-feu, conclut la déclaration. Et pour sa part, le commissaire général de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que les agressions sionistes dans la bande de Gaza témoignaient d'un mépris total pour la vie humaine sous les yeux du monde entier, appelant tous les dirigeants à agir de manière urgente et décisive face à cette situation. Le bureau des médias à Gaza a annoncé ce mardi que le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023 s'était élevé à 211 suite à la mort en martyr d'un journaliste dans un bombardement des forces de l'entité sioniste dans le sud de l'enclave palestinienne. Ahmed Mansour travaillait pour l'agence de presse Palestine Al-Yaoum. Il a succombé à ses blessures après avoir été brûlé vif dans un bombardement ayant visé une tente de journalistes à proximité de l'hôpital Nasser à Khan Younes. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a lancé un appel urgent pour sauver les enfants de Gaza de la guerre d'extermination sioniste, notamment après le crime horrible qui a conduit à la mort en martyr de 8 enfants alors qu'ils jouaient dans le quartier de Toufar à l'est de la ville de Gaza à la suite d'une attaque d'artillerie. ما جرائم الاحتلال هذه ما هذه الجرائم فرجوها للعالم. Et 18 000 enfants sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023, dont 490 au cours des 20 derniers jours seulement. Ceux qui survivent au bombardement des forces de l'entité sioniste en gardent de lourdes séquelles, à l'exemple de Rada Dbabesh, une petite fille de 6 ans qui a perdu un bras à la suite d'un bombardement de l'entité sioniste alors qu'elle jouait à la balançoire. Neilaït Hamouda. Je jouais à l'école, je faisais de la balançoire, j'ai été blessée au bras, j'ai été amputée.
Rada, petite fille de 6 ans, a perdu son bras, avec lui un morceau de son enfance. Elle a été victime d'une frappe aérienne sioniste contre le bâtiment de l'école Dar al-Akram, où se réfugiaient des familles déplacées. Dans un monde normal où l'enfance rime avec jeu et insouciance, à Gaza, elle se conjugue avec souffrance et mutilation. C'est le résultat de l'attaque contre l'école Dar al-Arqam. Il y avait beaucoup d'enfants dans l'école qui jouaient à la balançoire et à d'autres jeux. Aucun abri n'est sûr, pas d'hôpital, pas de maison, pas de marché. Qu'attendent-ils? Que veulent-ils? Nous voulons que la terrible guerre de Gaza cesse pour que nos enfants ne souffrent plus de ces horribles blessures et amputations. Cibler les écoles où se réfugient les enfants est devenu une tragique habitude de la horde sauvage sioniste. Les hôpitaux sont en ruine. Les familles déplacées et impuissantes assistent jour après jour à l'agonie de leurs enfants sans pouvoir les protéger. Les médecins ont essayé de mettre tous leurs efforts ainsi que leurs connaissances scientifiques et médicales pour sauver son bras, mais en raison du manque de fournitures médicales, de personnel et d'équipement médical qui aurait pu aider à sauver le bras de cette fillette, le manque de ces fournitures a conduit à la perte de son bras en raison de complications médicales. Ce ne sont pas seulement les bombes qui mutilent, ce sont aussi l'indifférence du monde, le blocus, le manque cruel de matériel médical, l'absence des soins et l'effondrement du système de santé. À Gaza, l'amputation devient souvent le seul traitement possible. Ma fille a subi une blessure qui a nécessité une amputation. Si Dieu le veut, le poste frontière sera ouvert et son nom sera enregistré pour être soigné à l'étranger afin qu'une prothèse puisse lui être implantée et qu'elle soit traitée comme n'importe quel enfant. Comme vous le savez, c'est une jeune fille qui veut réaliser son rêve de toutes ses forces mentales et physiques. Rada veut une prothèse. Elle veut retrouver ses jeux et son enfance, mais les massacres sionistes lui ont laissé une marque indélébile. Avec plus de 4700 amputés depuis le début du génocide sioniste, dont 18% sont des enfants, Gaza détient aujourd'hui le triste record du plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Privés d'anesthésie, privés d'insouciance, ces enfants affrontent un avenir incertain. Dans l'actualité également, l'Algérie a appelé hier le Conseil de sécurité des Nations Unies à faire preuve de plus de fermeté face aux violations des accords de cessez-le-feu constatés dans différents conflits à travers le monde, reprochant à l'organe onusien son inaction devant ces dépassements. Un appel lancé à New York par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Concernant la réaction aux violations d'accords de cessez-le-feu. Avec un Conseil qui s'exprimerait d'une voix plus ferme et plus unie, les opérations mandatées par l'ONU auraient le soutien nécessaire, l'autorité nécessaire pour avoir une influence positive sur le terrain. Ces violations, notamment dans les zones tampons clairement définies, représentent non seulement un échec d'accords obtenus de haute lutte et d'accords fermes, mais également un échec à faire respecter les engagements entérinés par la communauté internationale. Et je vous en parlais en titre, les positions de l'Algérie en faveur des causes justes, particulièrement en soutien au peuple palestinien, exprimées haut et fort au niveau des instances internationales, ont été saluées à Alger par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en visite officielle en Algérie. Ce dernier a été reçu en audience par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à qui il a adressé une invitation à effectuer une visite en Iran de la part du président iranien Massoud Pezeshkian. À l'issue de l'audience, Abbas Araghchi a aussi salué les relations profondes qui lient son pays à l'Algérie.
En compagnie du président algérien, nous avons évoqué l'ensemble des dossiers bilatéraux, y compris la coopération économique et les consultations politiques, ainsi que la coopération au sein des institutions internationales. Nous avons abordé également les développements au niveau régional et à leur tête, le dossier palestinien, les crimes commis par l'entité sioniste, notamment ceux contre la population de Gaza. Il s'agit du plus important dossier abordé lors de cette rencontre et je veux de ce fait remercier vivement les positions courageuses et justes de l'Algérie et celles de son Excellence le président Tebboune concernant le soutien du peuple palestinien, notamment aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Auparavant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a été reçu par son homologue algérien Ahmed Attaf. Les deux ministres ont notamment évoqué les développements de la situation au Proche-Orient en général et l'évolution dangereuse de la question palestinienne en particulier, notamment à la lumière de la poursuite de l'agression abjecte contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Les entretiens entre les deux parties ont aussi permis de passer en revue les différents aspects et dimensions des relations entre l'Algérie et l'Iran et d'examiner les moyens à même de les consolider. Et c'est depuis Alger que le ministre iranien des Affaires étrangères a confirmé l'entame de nouveaux pourparlers entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien prévu samedi prochain au Sultanat d'Oman. Ces discussions indirectes font suite à l'appel de Donald Trump lancé en mars en faveur de négociations en vue de remplacer le précédent accord international. Safwan Ben Sabri. Suite aux déclarations de Donald Trump, l'Iran a répondu dans la foulée ouvrant la porte à des négociations avec les États-Unis d'Amérique. Celles-ci auront lieu le 12 avril à Oman, qui fera office d'hôte et d'intermédiaire entre les deux parties. Si l'autre partie a la volonté nécessaire et suffisante, un accord peut être trouvé. En fin de compte, la balle est dans le camp de l'Amérique. Si l'autre partie vient à Oman avec une réelle détermination, nous obtiendrons certainement des résultats. En revanche, le chef de la diplomatie iranienne a vigoureusement rejeté toute solution militaire concernant le dossier nucléaire iranien, mettant en garde contre cette possibilité suite aux déclarations de Donald Trump. Les États-Unis ont par ailleurs mobilisé une importante armada aérienne au niveau de l'île Diego Garcia, située dans l'océan Indien à 3800 km de l'Iran, ou à 4 heures de trajet. La dernière fois qu'autant de bombardiers ont été déployés remonte à 2020, à la suite de l'assassinat de Qassem Soleimani. Toujours est-il que pour l'heure, l'option diplomatique semble être préférable pour les deux parties. Pour les chefs de la diplomatie iranienne, le format des négociations n'est pas primordial. Le format des négociations, qu'elles soient directes ou indirectes, n'est pas le plus important à mes yeux. Ce qui compte, c'est l'efficacité ou non des discussions, le sérieux des parties, leur intention et leur volonté de parvenir à un accord. Pour rappel, Washington et Téhéran n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans. Les agences onusiennes et les acteurs humanitaires ont présenté ce mardi à Alger le premier rapport annuel du plan de réponse aux réfugiés sahraouis pour 2024-2025, appelant à un soutien international accru pour maintenir et intensifier les efforts. Ainsi, les différents intervenants ont présenté le bilan d'une année de ce plan de réponse pour les réfugiés sahraouis qui s'étale sur 2 ans, dont le montant total s'élève à 214 millions de dollars et définit les objectifs pour l'année 2025. À cette occasion, la coordinatrice par intérim, résidente par intérim des Nations Unies en Algérie, Natacha Van Rijn, a salué la collaboration très positive et extrêmement importante entre le système des Nations Unies et ses partenaires d'une part et le gouvernement algérien d'autre part. Au Nigeria, les combattants d'un nouveau groupe terroriste ont attaqué 2 villages et tué 16 personnes dans le nord-ouest du pays, selon la police locale nigériane, dont le porte-parole a précisé que des militants du groupe terroriste de l'Akourawa, nombreux et équipés d'armes sophistiquées, avaient attaqué dimanche 2 villages du district d'Oji, volant des troupeaux de bétail.
en marge de la conférence exposition OMC Med Energy qui se tient à Ravenne en Italie. Le ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a rencontré ce mardi le ministre du pétrole et des ressources minérales égyptien, Karim Ibrahim Ali Badawi. Les deux parties ont abordé, entre autres, les relations de coopération historique et distinguées entre les deux pays, ainsi que les nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat qui ont été examinés notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Arkab et son homologue égyptien ont par ailleurs évoqué les deux points potentiels de coopération dans le domaine de la recherche et de l'exploration, du développement et de l'exploitation des champs du raffinage, de la pétrochimie et de la commercialisation du gaz naturel liquéfié, ainsi que du gaz de pétrole liquéfié, sans oublier le développement de l'hydrogène vert. Dans l'actualité également, tombée de rideau ce mardi à Alger sur les travaux de la rencontre Connected Algeria 2025 organisée par le ministère algérien de la Poste et des télécommunications sous le slogan « Innover, se connecter, l'avenir n'attend pas ». L'accent a été mis notamment sur les pas importants franchis par l'Algérie dans le domaine de la numérisation. Notre ambition n'est pas uniquement intellectuelle, mais également économique, numérique, claire et précise. À travers cela, nous aspirons à développer l'intelligence artificielle, les infrastructures et les compétences numériques pour contribuer à environ 30 milliards de dollars au PIB national d'ici 2029. Il ne s'agit pas uniquement d'un chiffre, mais d'un résultat prévisible d'une série de programmes qui combinent investissement, politique et mobilisation des capacités nationales. Une multitude d'experts ont pris part à cet événement autour de la transition numérique et la promotion de la connectivité de l'Algérie. Ils nous en parlent justement. C'est un événement qui est très important pour l'économie de l'Algérie et pour le citoyen algérien, et notamment le développement de ce secteur. La numérisation, c'est quelque chose qui est devenu, ce n'est plus une option, c'est quelque chose qu'on doit travailler sérieusement pour qu'on puisse l'atteindre le plus tôt possible. Et ça suit la direction du Premier ministre et du Président de la République, et nous, comme un opérateur national ici en Algérie, qui est présent depuis plus que 20 ans, on a un très gros rôle à jouer, surtout pour la préparation de la 5G demain et notre expertise qu'on a dans ce domaine qui peut vraiment aider à avancer les choses dans le bon sens. L'événement aujourd'hui a été l'occasion de regrouper l'ensemble des acteurs socio-économiques en Algérie pour discuter de la vision de l'Algérie à l'horizon 2029, à la fois dans le domaine de l'IA et à la fois dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça a été l'occasion effectivement de discuter des implémentations qui sont en cours. Le ministre a annoncé a fait certaines annonces qui sont importantes en termes de déploiement à la fois de la connectivité, la fibre optique en est une, mais également la digitalisation et enfin également la capacité d'avoir des capacités de calcul pour mettre en place une économie de l'information avec des startups qui pourront utiliser l'ensemble de cette infrastructure digitale. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, au moins 27 personnes sont mortes dans l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, en République dominicaine, selon les services de secours, précisant que la recherche de survivants était en cours. On ignore pour l'instant les causes de l'incident. Allez, parlons musique avant de terminer. L'Opéra d'Alger s'apprête à accueillir du 17 au 23 avril la 14e édition du Festival international de la musique symphonique, avec la participation de plusieurs orchestres symphoniques de renommée mondiale. Le commissaire du festival, Abdelkader Bouazara, a indiqué que cette édition verrait la participation de 17 pays, dont le Venezuela, comme invité d'honneur. Nous allons vivre des moments magiques et historiques avec la 14e édition du Festival international de musique symphonique, avec 17 pays, dont l'invité d'honneur, le Venezuela. Nous sommes très très heureux
puisque la cérémonie d'ouverture sera avec l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, avec 2 chefs d'orchestre algériens, Zahir Zouani et le maestro Lotfi Saïdi, et aussi le maestro vénézuélien qui vont fêter ensemble la première soirée de ce grand festival international de musique symphonique. Et ça va suivre avec 6 soirées sublimes. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.